Moi, une femme de 24 ans, je conduisais seule à travers le pays pour rejoindre mon fils qui était avec mon ex. J'avais quitté la région pour m'occuper d'un membre de ma famille malade. C'était en pleine nuit quelque part dans le sud de la France, quand j'ai vu les gyrophares de la police dans mon rétroviseur. J'étais épuisé et agacé car je n'avais pas dépassé les limitations de vitesse. Il n'y avait pratiquement aucune autre voiture sur la route à cette heure, et j'étais proche de la sortie menant à l'hôtel où j'avais prévu de m'arrêter pour la nuit. Je me suis rangé sur le côté et le gendarme s'est approché de la vitre côté conducteur, ce qui était déjà étrange car d'habitude, ils viennent du côté passager sur les routes fréquentées, et c'était une nationale. Je lui ai présenté tous mes papiers et il m'a fixé pendant un temps interminable. Il est retourné à sa voiture, puis est revenu presque immédiatement, m'ordonnant de sortir du véhicule. À ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que j'avais déjà reçu des contraventions auparavant, mais jamais on ne m'avait demandé de sortir de ma voiture. J'ai fait ce qu'il disait et il m'a demandé si j'avais bu. J'ai répondu que non, puis je lui ai demandé pourquoi il m'avait fait m'arrêter. Il a prétendu que je conduisais de façon erratique, ce qui était absolument faux. Ensuite, il m'a demandé si j'étais une terroriste, ce qui était absurde. J'étais juste une jeune Française qui conduisait, il n'y avait aucune raison pour cette question. C'était bizarre, d'autant plus que j'étais une ancienne militaire avec une carte d'identité en règle. Il m'a fait passer un test de sobriété, que j'ai réussi, puis a déclaré qu'il devait fouiller ma voiture pour voir si j'avais de la drogue. J'ai réfléchi un instant parce que je connaissais mes droits, mais il était si tard et j'étais si fatigué. Je ne voulais pas m'embêter avec toutes les complications que refuser entraînerait, alors j'ai accepté, car je savais que je n'avais rien dans ma voiture. Quand il est arrivé à mon coffre, il a ouvert une petite valise qui contenait mes affaires de danseuse et de stripteaseuse. Il m'a interrogé à ce sujet et je lui ai dit que j'étais stripteaseuse. Cela l'a vraiment mis hors de lui et il a commencé à me hurler dessus en me traitant de déchet de la société. Ça m'a mise en colère et j'ai commencé à analyser ma situation. J'étais pratiquement seul avec ce type bizarre et de temps en temps, une voiture passait. Pour l'essentiel, les routes étaient désertes. C'était le milieu de la nuit, je n'avais rien sur moi pour me protéger et lui avait une arme. Il m'a ordonné d'aller vers la lisière des arbres qui bordaient la route. Je l'ai regardé fixement et j'ai dit non. J'ai alors exigé qu'il appelle des renforts et que d'autres agents viennent. Cela l'a déstabilisé. J'ai dit que je voulais une femme gendarme et que je ne me plierais plus à aucune de ses directives. Puis j'ai commencé à essayer de faire des signes aux voitures qui passaient. Il m'a dit de me calmer, à rédiger une contravention pour excès de vitesse et m'a laissé partir. Je n'ai jamais payé cette amende et n'en ai plus jamais entendu parler. C'était il y a 20 ans. À l'époque, j'étais vraiment secoué et j'ai simplement oublié. Mais avec le recul, je ne pense pas qu'il était un vrai gendarme. En 2004, j'avais 24 ans et je travaillais dans une chaîne de restauration rapide. Mon responsable avait 18 ans. Ce n'était pas la meilleure période de ma vie, mais passons. Le responsable et moi sommes devenus de bons amis. Mon petit côté gothique et mon alter ego sportif formaient un duo improbable. Il adorait ma façon de parler avec n'importe qui et le fait que ma copine était belle. J'appréciais sa capacité d'adaptation comme un caméléon. Chaque fois que nous sortions dans le bar gothique, il allait jusqu'à acheter des t-shirts en résille pour les soirées en club. Comme c'est souvent le cas, nous nous sommes brouillés quelques années après le début de notre amitié. Il s'est fait licencier pour harcèlement, ce qui était assez surprenant de sa part. Il pensait être suffisamment proche d'une des filles qui travaillait avec nous le soir pour lui dire « Hé, pendant que tu es en bas », quand elle s'est agenouillée pour prendre du fromage dans le réfrigérateur. Il s'est aussi fait virer de son deuxième emploi pour avoir falsifié des inventaires et volé des caisses de boissons énergétiques à la station-service où il travaillait la nuit. À cette époque,
il a décidé de devenir menuisier et a commencé à se former. Il a acheté tous les outils nécessaires et s'est inscrit dans une école professionnelle pour apprendre le métier. Bientôt, il s'amusait à sortir jusqu'aux petites heures du matin avec ses nouveaux amis de classe. À ce moment-là, il avait 21 ans. Un soir, en rentrant d'un bar, il était bien trop ivre pour conduire. Il a percuté un terre-plein sur l'autoroute, a fait des tonneaux et s'est cassé la jambe. Le loyer et le ménage sont tombés sur moi. Je n'aurais pas été dérangé, mais il ne lavait même pas sa vaisselle. Il y avait de la moisissure dans l'évier. C'étaient des assiettes que j'avais achetées, et je lui ai dit que s'il ne pouvait pas les laver, il devrait simplement utiliser des assiettes en carton. J'ai fini par jeter les assiettes après sa guérison, quand il a commencé à travailler comme artisan. Il commençait à ramener des amis pour des fêtes bruyantes, pendant que j'essayais toujours de dormir dans l'autre pièce. Il était complètement ivre, et nous nous disputions, principalement des altercations verbales, bien qu'il m'ait lancé une bouteille une fois. C'était si violent que j'ai décidé de simplement déménager et retourner chez moi. Quelques années ont passé, et en 2012, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et déménagé dans le Nord pour travailler dans une station de télévision. Alors que je prenais mon petit déjeuner dans un restaurant avec ma petite amie, j'ai reçu un message d'un ami de ma ville natale me demandant quel était le nom de famille de mon ancien colocataire. Je lui ai dit Della Hunter et lui ai envoyé une photo. « C'est lui ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu par message. Puis il m'a envoyé une photo du journal entier et j'ai failli vomir. Il y avait la photo d'identité judiciaire de cet ancien enfant de cœur devenu charpentier puis voleur. Il venait d'être condamné pour avoir assassiné sa petite amie. L'histoire se déroule ainsi. Il sortait avec une femme qui travaillait au tribunal comme greffière. Elle n'avait jamais manqué un jour de travail et soudainement a été absente 3 jours sans appeler ni se présenter. Son patron, un ancien commissaire à la retraite, a demandé une vérification de bien-être. Quand ils sont allés chez elle, il a ouvert la porte et a tendu ses mains devant lui dans une sorte de pose « menottez-moi », ce qu'ils ont fait immédiatement. Quand ils ont regardé à l'intérieur, ce qu'ils ont trouvé semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Le placo avait été récemment rapiécé et la maison avait été nettoyée. Ils ont arraché le raccord de placo et ont trouvé des sacs poubelles noirs contenant des morceaux de sa petite amie écorchés à l'intérieur. Il avait bu avec elle et ils s'étaient disputés. Il lui avait lancé un cendrier, la frappant à la tête. Elle est tombée et s'est cognée sur le comptoir. Pris de panique, il a décidé que la meilleure chose à faire était de l'étrangler jusqu'à la mort et de la découper en morceaux dans la cave avec sa scie. Ce ne serait pas passé inaperçu le jour des poubelles. Les gens auraient pu voir que c'était une personne. Alors il a utilisé un cutter pour écorcher les morceaux, les a mis dans le mur et a rebouché le tout. J'ai vraiment échappé de peu. J'aurais pu être sa première victime si je n'avais pas esquivé sa bouteille de bière qu'il m'avait lancée il y a si longtemps. Chaque année, à cette période, je prends 1 semaine ou 2 de congé pour planifier des activités en solo, pour m'éclaircir l'esprit et essayer de gérer et de réinitialiser mon anxiété. Un soir, je peux commander une pizza et me faire un marathon de mes films d'horreur préférés, ou je peux aller dans une ferme locale pour cueillir des citrouilles et des pommes. Une chose que je m'assure de faire chaque année, c'est de partir en randonnée. Je prends le temps d'apprécier l'air frais et de voir les arbres passer du vert à l'orange, au jaune et au bordeaux, et je fréquente généralement les mêmes sentiers et les mêmes endroits. Mais il y a 3 ans, un autre amateur de plein air m'a recommandé une randonnée à environ 45 minutes de chez moi. Il a été très honnête et transparent sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un sentier balisé. Il a dit qu'il y avait des signes évidents de passage fréquent, mais il avait placé quelques repères lors de son passage et m'a suggéré d'en apporter également, juste par sécurité et pour m'assurer que je ne me perdrais pas. J'ai décidé de m'y aventurer seul, mais j'ai veillé à ce que mes parents et ma compagne de l'époque sachent que j'allais faire de la randonnée,
au cas où je me perdrais ou qu'il n'aurait pas de mes nouvelles. Mon ami, que nous appellerons Julien, m'a donné des instructions précises, y compris les bornes kilométriques où je pourrais trouver l'entrée de la forêt et des recommandations sur l'endroit où je pourrais laisser ma voiture. J'ai trouvé ce que je pensais être le bon endroit. J'ai mis le reste de mon équipement, j'ai mis mon sac à dos et je suis parti. Je pouvais voir ce que Julien avait mentionné, et bien qu'il n'y ait pas de signalisation officielle, il y avait un chemin clairement tracé dans la terre et l'herbe qui pouvait m'aider à me guider. J'ai apporté de petits drapeaux pour marquer mon passage, avec de petites croix dessus. J'ai remarqué quelques autres marques, mais rien d'autre que je puisse attribuer à un motif qui pourrait m'aider à retrouver mon chemin. J'ai commencé à marcher lentement, en admirant le feuillage, l'air et toute la nature autour de moi, et avant de m'en rendre compte, j'avais passé 1 heure sans avoir parcouru beaucoup de distance. J'ai décidé de continuer, en veillant à marquer mon chemin et à prendre note de tous les jalons importants en cours de route. J'ai essayé de placer mes repères près de gros arbres ou de troncs pour les rendre évidents sur le chemin du retour. Je me souviens avoir spécifiquement réfléchi à mes problèmes actuels, à ma vie et à la façon dont ils affectaient mon niveau de stress. J'ai essayé d'utiliser la nature comme moyen de les dépasser et d'identifier les prochaines étapes positives pour les résoudre. Avant que je ne m'en rende compte, je devenais à la fois mentalement et physiquement fatigué. J'ai décidé de m'asseoir quelques minutes, de boire de l'eau et de prendre une collation, puis de retourner à ma voiture. Pendant que j'étais assis à boire quelques gorgées d'eau, j'ai remarqué que tout était devenu silencieux. Le bourdonnement et le bruissement de la nature avaient cessé, et j'ai fait un bruit à haute voix pour m'assurer que je n'étais pas devenu sourd. J'ai entendu le son que j'ai fait, et à cet instant, j'ai entendu les autres sons autour de moi reprendre soudainement. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange et que je devais boire beaucoup d'eau pour m'assurer que je n'étais pas déshydraté. Mon retour a commencé assez normalement. Je voyais les drapeaux que j'avais placés pour marquer mon chemin de retour depuis le sentier, et après chacun d'eux, je me souvenais du point de repère et je pouvais estimer à quelle distance j'étais de la sortie. Mais à mi-chemin environ, j'ai commencé à être confus ou à mal me souvenir. Les drapeaux étaient, maintenant, à des endroits où je ne me souvenais pas les avoir placés. L'un était maintenant fixé à un arbre, et celui, juste après, était planté au beau milieu du chemin. J'ai essayé de faire appel à ma mémoire, et j'étais certain que je n'avais pas placé de repères à ces endroits. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de continuer à avancer, les yeux grands ouverts, à la recherche de tout repère familier qui me rassurerait. Mais plus je marchais, moins les choses me semblaient familières. J'ai sorti mon téléphone, appuyé sur déverrouiller et essayé d'activer l'alarme de ma voiture. Je n'entendais rien. Il n'était pas si tard dans la journée, mais pour ceux qui lisent ceci, vous savez qu'il peut faire beaucoup plus sombre dans la forêt qu'à l'extérieur. J'ai remarqué que la fréquence de mes repères augmentait. Ils semblaient se succéder. Après environ 50 minutes de marche supplémentaire, il y avait 3 repères l'un après l'autre qui semblaient être posés à l'extérieur d'un gros rocher couvert de mousse et de feuilles. Cependant, en m'approchant, j'ai remarqué que ce n'était pas un gros rocher. C'était en fait quelque chose qui ressemblait à une petite cabane qui avait été envahie par la végétation. Alors que je réalisais ce que c'était, j'ai commencé à reculer lentement jusqu'à ce que j'entende un bruit. C'était un fort craquement suivi d'un grincement faible. La porte de la cabane s'était ouverte et tout ce que je pouvais voir était une main, ou plus précisément un doigt, faisant un geste comme s'il me faisait signe de m'approcher. Je me suis immédiatement retourné dans l'autre direction et j'ai couru aussi vite que possible. J'ai couru pendant une bonne dizaine de minutes. J'ai dû m'arrêter pour reprendre mon souffle, puis j'ai essayé d'utiliser à nouveau mon téléphone pour voir si je pouvais entendre ma voiture. Dieu merci, je pouvais entendre l'alarme de ma voiture très légèrement. Je me suis dirigé vers le son à mesure qu'il devenait de plus en plus fort et j'ai finalement trouvé ma voiture. Je suis immédiatement monté dans la voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai pris la route.
J'ai conduit jusqu'à la première aire de repos et j'ai mis la voiture en stationnement. J'ai essayé de donner un sens à ce qui s'était passé et à ce que j'avais vécu. Encore aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment l'interpréter. Ma seule explication rationnelle est que quelqu'un a trouvé mes repères et a essayé de me jouer un tour, ou peut-être était-ce quelqu'un avec des intentions plus sinistres. Une partie de moi pense que j'aurais pu être tellement stressé que j'ai peut-être imaginé voir ce doigt qui me faisait signe, bien que je n'ai aucun antécédent d'hallucination. Quoi qu'il en soit, je ne fais plus de randonnée seul, et je m'assure toujours de rester sur des sentiers publics et bien établis, juste au cas où. Je suis actuellement une femme de 31 ans. En 1989, mes parents ont divorcé. Et en 1990, mon père a déménagé à Lyon et s'est remarié avec celle qui était maintenant ma belle-mère. Mon frère et moi passions tout l'été avec lui et sa nouvelle femme. Nous pouvions courir dans les bois, poursuivre des lapins et simplement profiter du soleil et des aventures qui viennent d'un manque de surveillance pendant que les parents travaillaient. Ils vivaient dans la banlieue sud, dans une résidence bon marché mais apparemment correcte. Leur bâtiment était tout au fond, à côté d'un deuxième immeuble situé en diagonale au sud. Il y avait un petit ravin entouré d'arbres et un autre complexe séparé au nord, juste derrière la porte arrière du bâtiment de papa. Il y avait une petite zone boisée qui s'étendait le long de la moitié arrière de la résidence. Mon frère et moi avons passé des heures cette première semaine à explorer ces bois avec notre nouvel ami Paul, qui vivait dans la résidence avec sa mère, dans le bâtiment en diagonale du nôtre. Nous jouions à chat, construisions des cabanes avec du bois récupéré et utilisions des objets retrouvés dans la boîte à outils de mon père pour nous aider dans la guerre de farce, apparemment de longue date entre nous et les enfants de l'autre résidence. Un jour, alors que nous cherchions le meilleur endroit pour construire, je suis tombé sur ce qu'on ne peut décrire que comme une cabane de clochard hâtivement construite. Il y avait des morceaux de bois pourris cloués ensemble, avec une bâche bleue déchirée drapée par-dessus pour former une sorte de tente. Il y avait des signes qu'un petit feu avait été allumé juste devant la tente, ce qui a encore plus piqué notre curiosité. Nous étions des enfants stupidement courageux. Alors j'ai fait le guet pendant que mon frère et Paul exploraient l'intérieur. À l'intérieur de la tente, ils ont trouvé un tas de vêtements moisis, un oreiller taché, un marteau, une lampe de poche, une casserole rouillée et des déchets alimentaires. Au début, nous avons pensé que c'était la découverte la plus excitante de l'été. Alors que je me tenais là, j'ai commencé à sentir ma peau se hérisser de cette façon familière quand quelqu'un vous observe. J'ai averti les garçons que nous devrions peut-être partir. Ils m'ont traité de poule mouillée. J'avais la nausée à ce moment-là et ressentais un besoin urgent de m'éloigner de cet endroit. Je les ai finalement convaincus de laisser la tente tranquille en leur rappelant que nous devions travailler sur notre prochaine idée de farce pour les enfants de l'autre résidence, et nous nous sommes précipités pour mener nos manigances. La tente a été oubliée pour le reste de la journée, car il y avait tant d'autres aventures qui réclamaient notre attention, comme la console de jeu, les guerres de farce et le pillage des réfrigérateurs. Nous devions toujours rentrer à la maison à la tombée de la nuit, alors nous avons dit au revoir à Paul et sommes rentrés à côté pour le dîner. La soirée s'est poursuivie normalement, mon père et ma belle-mère nous laissant la télé pour aller se coucher. Ils nous ont conseillé de ne pas veiller trop tard. Mon frère et moi étions assis seuls dans le salon, qui avait une grande fenêtre sur le mur nord, à côté du canapé où je dormais. La fenêtre était ouverte, et une légère brise d'été entrait. Nous avons entendu des pas dehors par hasard, mais c'était l'endroit préféré des locataires qui fumaient, y compris nos parents, alors nous n'y avons pas prêté attention. Nous avons continué à fondre nos cerveaux devant la télévision, puis avons décidé que nous voulions grignoter quelque chose. Je suis donc allé dans la cuisine pour prendre des gâteaux apéritifs et un soda pour chacun de nous. Quand j'ai tourné le coin de la cuisine pour revenir dans le salon, mon sang s'est glacé.
Il y avait une grande silhouette sombre debout à la lisière des bois qui me regardait droit dans les yeux à travers la fenêtre. Au début, je me suis arrêté, mais un instinct de survie s'est déclenché et j'ai regardé à ma droite pour m'assurer que la porte d'entrée était verrouillée. J'ai marché aussi calmement que possible jusqu'à l'endroit où mon frère était assis par terre. Je me suis assise et j'ai dit dans un murmure, « Kevin, tu te souviens de cette cabane qu'on a trouvée aujourd'hui? Je pense que l'homme qui l'a construite est juste dehors devant la fenêtre, et il nous regarde. Ne dis pas un mot, ne montre pas que tu sais qu'il est là. Agis normalement. Je vais me faufiler et fermer les fenêtres. On expliquera tout à papa demain matin. » Les yeux de mon frère sont sortis de leur orbite, mais il a hoché la tête. La maison de notre mère était pleine de violence, et nous avions appris à dépendre l'un de l'autre pour survivre. Alors il avait confiance que je nous garderais en sécurité. J'ai rampé sur le ventre vers les autres pièces pour fermer les fenêtres, puis avec une profonde inspiration et une montée d'adrénaline, j'ai fait glisser la fenêtre du salon pour la fermer depuis le côté afin de ne pas être vu. Mon frère et moi n'avons pas pu nous concentrer sur la télévision à partir de ce moment et avons élaboré l'idée géniale de faire semblant d'aller nous coucher. En tant que grande sœur et protectrice, c'était mon travail de m'occuper d'éteindre les lumières, une fois que mon frère était bien en sécurité sous la couverture, sur le canapé, situé sur le même mur que la porte d'entrée. Nous avions peur du noir, mais cette nuit-là, nous avons convenu d'éteindre toutes les lumières pour ne pas être vus. En allant vers mon canapé pour m'allonger, je pouvais encore voir l'homme debout là. J'ai prié silencieusement qu'il ne puisse plus me voir et j'ai ressenti un soulagement en me baissant sous la fenêtre et en tirant la couverture sur moi. J'étais effrayé par ce regard fixe et cette immobilité. Mon adrénaline pulsait à plein régime et j'ai imaginé 1 million de façons de nous protéger s'il réussissait à entrer. Ça a dû s'estomper à un moment donné parce que je me suis réveillé quelques heures plus tard quand mon frère m'a demandé s'il était prudent de se lever. Je lui ai dit d'attendre et j'ai prudemment jeté un coup d'œil depuis le bord inférieur de la fenêtre. Je n'ai vu que des arbres et j'ai dit à mon frère que c'était clair. Nous nous sommes tous les deux précipités dans la chambre de mon père pour lui raconter ce qui s'était passé. Il se préparait pour le travail et a largement ignoré l'histoire, mais nous a dit de rester loin de ces bois avant de partir pour la journée, suivi par notre belle-mère quelques minutes plus tard. Mon frère et moi avons essayé de nous convaincre que papa avait raison, que ce n'était rien de grave. Aucun de nous n'était convaincu, mais si papa ne s'inquiétait pas, nous ne devrions pas nous inquiéter, n'est-ce pas? Néanmoins, nous sommes restés prudents. Nous n'avions pas de clé et laissions généralement l'appartement déverrouillé pendant que nous entrions et sortions toute la journée. Ce jour-là, nous avons choisi de ne pas prendre de risques et avons appelé Paul, lui détaillant les événements et un plan furtif pour l'amener en sécurité dans notre appartement. Une fois Paul arrivé, nous avons passé la journée à surveiller par la fenêtre du salon. Il n'y a pas eu 1 minute où elle n'était pas surveillée, mais nous n'avons pas revu l'homme. La mère de Paul est rentrée vers 16 heures et elle est venue dans notre appartement le chercher. Il a refusé de partir et lui a raconté ce qui s'était passé. Elle nous a demandé si nous l'avions dit à son père et a semblé frustrée par sa réaction. Elle a traîné Paul à la maison et lui a fait promettre de verrouiller la porte immédiatement derrière elle. Environ 30 minutes plus tard, nous avons vu 2 voitures de police se garer devant notre bâtiment. Nous avons appelé Paul et découvert que sa mère avait décidé d'appeler la police au sujet de l'homme dans les bois, craignant pour la sécurité de son fils. Nous nous sentions beaucoup plus courageux avec les policiers présents, alors nous nous sommes tous les 3 retrouvés dehors pour observer les événements. Les policiers s'étaient aventurés dans les bois, et l'un qui était resté près des voitures a commencé à nous poser des questions et a transmis certaines de nos réponses par radio aux autres policiers. Après environ 10 minutes, 3 agents des forces de l'ordre sont sortis de la lisière des arbres. 2 d'entre eux, tenant les bras d'un type à l'aspect crasseux qui gardait la tête baissée. Mon frère m'a pris la main, et je l'ai tenu fermement alors que le gars levait les yeux et nous fusillait du regard.
J'ai dit à mon frère que nous serions en sécurité, que les policiers l'emmèneraient en prison maintenant. Je pense que j'essayais de me convaincre aussi. Tout ce que je sais, c'est que j'étais nerveuse, soulagée qu'il l'ait trouvé et le couteau qu'il portait sur lui, et ils l'ont montré. J'ai failli me faire dessus et j'ai réalisé que nous avions été incroyablement stupides mais chanceux. Faire du babysitting a toujours été un job plutôt sympa quand j'étais au lycée. C'était bien payé, les familles étaient courtoises et professionnelles, et je passais rarement plus de 4 ou 5 heures sur une mission. La plupart du temps, je devais divertir les enfants jusqu'à l'heure du coucher, après quoi je pouvais regarder des films, finir mes devoirs ou me mettre à jour sur mes émissions préférées. Je faisais même du yoga de temps en temps, ce qui semble ridicule avec le recul, me contorsionnant en posture de l'arbre dans le salon d'un inconnu. Je trouvais toujours un moyen de m'occuper, bien que mes plus grandes préoccupations aient toujours été les enfants eux-mêmes. Jamais les maisons, jamais les familles, jamais rien qui rôdait dehors dans l'obscurité. J'avais 17 ans, j'étais naïve, et je croyais que rien de vraiment mauvais ne pouvait arriver dans ce quartier tranquille. Puis il y a eu cette soirée d'octobre. L'air était devenu vif, et les arbres étaient presque dépouillés de toutes leurs feuilles qui bruissaient et chuchotaient sur le pavé. Cette nuit-là, je gardais Alice et Jacques, 2 frères et sœurs que je connaissais depuis un bon moment. Leur maison était le genre qui évoquait l'automne, rustique, grinçant doucement dans le vent, entouré de ces arbres squelettiques décharnés. Le jardin s'étendait jusqu'au bois, créant ce terrain de jeu idéal. Mon amie Julie était venue ce soir-là pour passer du temps ensemble, chose que nous faisions de temps en temps. Rien de néfaste. Et je me rassurais toujours en me disant que ce n'étaient que 2 adolescentes qui se tenaient en compagnie pendant que je travaillais. En plus, Alice et Jacques l'adoraient tous les 2. Nous avions une soirée parfaite prévue, un jeu épique de parcours d'obstacles avec frisbee. Alice, qui avait 8 ans, et Jacques, qui en avait 6, débordaient d'excitation tandis que Julie et moi installions cette cible improvisée et des obstacles dans le jardin. Les règles étaient simples mais chaotiques. On pouvait faire un certain nombre de pas et devait lancer à tour de rôle, grimper par-dessus quelque chose si nécessaire, puis gagner des points en cours de route. Les 2 enfants adoraient donc ça, alors nous les avons mis en route. Les frisbees volaient, les baskets martelaient d'ici la terre. Tout ce temps, Julie et moi suivions, riant et criant des mots d'encouragement. Je dirais que vers 17 heures, Julie est entrée chercher des sodas, et je me suis installé sur la terrasse juste pour continuer à regarder Alice et Jacques disparaître autour de la maison, leurs voix s'évanouissant en écho. C'était une belle journée, exactement comme je le souhaitais. Honnêtement, j'étais encore un peu anxieuse d'avoir Julie avec moi. Je faisais du babysitting depuis 1 an à ce moment-là, mais n'avais commencé à inviter mes amis que depuis quelques semaines. C'était aussi un secret total pour les parents, juste un peu d'amusement honnête pendant que personne d'autre n'était là. Le fait que la journée se déroulait si harmonieusement a fait disparaître toute ma culpabilité. Julie est revenue quelques instants plus tard, ouvrant une canette de soda et m'en tendant une. Nous nous sommes assises sur les meubles en bois de la terrasse, les planches soupirant sous notre poids. La conversation a erré de l'école au film. Nous nous sommes un peu perdus dans les commérages. 10 minutes ont passé, peut-être 20, je ne suis pas sûr. Mais finalement, j'ai levé les yeux en m'attendant à voir Alice et Jacques courir comme des fous. Seule Alice était là maintenant, ses cheveux bruns rebondissant tandis qu'elle traversait le jardin en courant, jouant au frisbee toute seule. Mon sourire a immédiatement quitté mon visage. Je me suis redressé sur ma chaise, j'ai jeté un coup d'œil à Julie, qui a haussé un sourcil. « Qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé. « Je ne vois qu'un seul des enfants, » ai-je dit. La tête de Julie s'est tournée brusquement vers le jardin et elle a également scanné la zone. Ses sourcils se sont lentement levés alors qu'elle arrivait à la même conclusion que moi. « Peut-être qu'il est juste de l'autre côté de la maison ?» a suggéré Julie.
Ça ne m'était pas encore venu à l'esprit. Porte à grincer. Finalement, un vieil homme est apparu. Il était chauve et son crâne était moucheté et brillant. Ses yeux étaient d'un bleu pâle et troublant, ses paupières s'affaissant et semblant écorchées, totalement roses, presque comme s'il portait du maquillage ou peut-être avait pleuré. Ses lèvres étaient sérieusement minces, presque incolores. Il avait une main sur sa poitrine osseuse, comme s'il était surpris par notre présence. Il avait l'air étrange, bizarre, visqueux. « Comment puis-je vous aider, les filles ?» a-t-il dit d'une voix rauque. « Jacques, ai-je dit, ma voix tremblant. Le garçon que je garde. Nous l'avons vu à l'intérieur de votre maison. Où est-il » Le vieil homme a simplement cligné lentement des yeux. « J'ai peur que vous ne vous trompiez, » a-t-il dit. « Il n'y a pas de garçon ici. » Julie a fait un pas en avant, le fixant avec colère. « Nous l'avons vu, » a-t-elle dit avec colère. « Il est ici. Laissez-nous entrer. Sinon, ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas ?» Bon sang, Julie se comportait comme un flic ou un avocat, et c'était agréable de la voir à mes côtés. « Non, non, » a-t-il dit, secouant la tête. Je vous ai entendu l'appeler plus tôt, cependant, et peut-être qu'il s'est égaré vers le ruisseau. Il fait ça parfois, vous savez. Je pouvais sentir le sang battre à mes tempes. Non, ai-je lancé? Il est ici, et si vous ne nous laissez pas entrer, j'appelle la police. Les yeux de l'homme se sont alors tournés vers moi. Ce n'est pas nécessaire. Je vous promets que vous vous trompez. Je ne suis pas... Laissez-moi entrer, ai-je crié. Il n'est pas disponible pour le moment, a répondu l'homme. Il est indisposé. Julie en avait assez. Elle s'est penchée autour de l'homme et a appelé Jacques. Sa voix a résonné dans l'air stagnant, et puis finalement nous l'avons entendue, la petite voix étouffée de Jacques qui répondait de quelque part à l'intérieur de la maison. Julie m'a attrapé le bras, et j'ai pensé un instant que le vieil homme essaierait de nous arrêter. Mais il a juste soupiré, ses épaules minces s'affaissant, et il s'est écarté. J'ai peut-être fait une erreur, a-t-il dit. Peut-être que le garçon s'est faufilé à l'intérieur. Les enfants font ça parfois. Nous avons trouvé Jacques et l'avons attrapé, l'avons tiré hors de la maison et ramené dans le jardin. Il mâchait encore ce bâtonnet de saucisson, l'air légèrement confus. Mes mains tremblaient alors que je m'agenouillais devant lui. « Est-ce que ça va ?» ai-je exigé. « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans ?» Il m'a juste regardé, désinvolte. « J'y vais souvent, » a-t-il dit, comme si c'était complètement évident. Nous l'avons ramené à la maison et mon cœur battait à tout rompre tout le long du chemin. J'avais l'impression d'avoir évité de justesse une sorte de catastrophe. Perdre un enfant était comme un tabou. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? À ce jour, je ne peux penser à rien. Quoi qu'il en soit, heureusement, je l'ai récupéré et je l'ai sorti de là avant que quelque chose de bizarre ne puisse se produire. Je l'ai pressé, et il s'en est tenu à la même histoire. Il a affirmé qu'il passait plus de temps là-bas que je ne le savais. Quand nous avons interrogé sa sœur, elle a corroboré l'histoire. Quand j'ai finalement parlé de cela à ses parents plus tard, ils ont haussé les épaules sans inquiétude. « Ouais », a dit son père. « Il joue là-bas parfois. Le vieux type est inoffensif. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tout le monde connaissait ce type flippant aux yeux roses et savait que le gamin y allait et personne ne pensait que c'était bizarre. J'étais totalement hors de ma capacité. Raisonner à ce stade, alors j'ai juste pris mon argent et je suis parti pour la journée. Je n'ai jamais vraiment fini par faire beaucoup plus de babysitting après ça. Ce voisin me hantait presque, juste quelque chose dans la façon dont il mentait et essayait de le garder là-dedans. Tout ça était juste trop bizarre pour moi. Je ne voulais pas être responsable si quelque chose de fou se passait avec ce type d'à côté. Je me sentais mal d'abandonner la famille comme je l'ai fait, mais bon, ce n'est pas comme si j'allais les garder pour toujours. J'ai pensé que cette rencontre flippante avec le voisin était un moment parfait pour partir. Je ne l'ai pas mentionné à Julie non plus,
Mais je n'ai jamais oublié cette nuit où ce sentiment effrayant que Jacques appartenait presque à cette maison, ne serait-ce que pour un instant. Ils sont arrivés à la préfecture. « Tout va bien se passer, » dit Rémi. « Tu sais, essaie juste de te détendre et de te concentrer sur la route. » Le parking était vaste et presque plein. En cherchant une place libre, Rémi passa devant une Ferrari 488 Spider jaune canari. Il siffla et donna un coup de coude à Benoît pour attirer son attention sur la voiture. Benoît jeta un regard à la voiture, marmonna 2 syllabes d'appréciation et détourna à nouveau le regard. Après que Rémi eut garé sa Citroën, ils se rendirent au guichet pour inscrire Benoît à son examen pratique de conduite. Dès qu'ils furent entrés dans le bâtiment, Benoît remonta sa capuche et courut pour prendre les devants. Il se recroquevilla, espérant que personne ne le reconnaîtrait de la dernière fois ou de celle d'avant. Il y avait trop de gens dans la préfecture qui s'affairaient, se disputaient avec les employés ou essayaient de calmer leurs enfants qui pleuraient pour que Benoît attire des moqueries. Pourtant, il trouvait du réconfort dans cette mesure préventive. Au cours des derniers mois, se sentir honteux de lui-même lui était devenu aussi naturel que d'être somnolent le matin, ou d'être essoufflé quand il montait les 5 étages jusqu'à son appartement. Ensuite, Benoît et Rémi déposèrent leurs papiers sur le comptoir. Benoît avait sa preuve d'identité, de résidence et sa demande de permis de conduire, et Rémi avait les documents nécessaires pour sa Citroën. La femme d'âge moyen derrière l'ordinateur tapa le nom de Benoît. Quelques secondes plus tard, un sourire moqueur s'épanouit sur son visage. « Benoît Delot, 37 ans. Vous êtes ici pour une nouvelle tentative à l'examen pratique de conduite après avoir échoué 2 fois. 2 hommes, l'un tout juste sorti du lycée et l'autre qui approchait de la retraite, essayaient de faire fonctionner le grand photocopieur derrière la réception quand ils ont entendu le résumé en 3 questions de leurs collègues sur la situation de Benoît. Tous deux se tournèrent pour regarder le coupable, les yeux écarquillés, s'attendant pleinement à voir un extraterrestre parmi eux. Ce qu'ils virent n'était pas un extraterrestre, mais quelque chose d'aussi étrange. Un homme français approchant la quarantaine sans permis de conduire, bien que ce ne soit pas faute d'avoir essayé. « Oui, madame, » dit Benoît, à peine au-dessus d'un murmure. La femme se parlait étrangement à elle-même tout en cliquant et en tapant sur son ordinateur. Examen théorique, vérifié. Frais de demande, vérifié. Oh, un permis de conduire allemand, intéressant. Elle revérifia certaines informations sur les papiers qui lui avaient été présentés et les compara à celles sur son écran. « Vous êtes en avance de 2 jours, dit-elle. « Pardon ?» demanda Benoît. La femme ricana à nouveau. « Vous êtes en avance, » répéta-t-elle en poussant les syllabes vers l'extérieur comme si la découverte du permis de conduire allemand de Benoît le rendait moins compréhensif du français. Il a échoué à l'examen de conduite il y a 28 jours. Vous devez attendre 1 mois avant de pouvoir repasser l'examen de conduite. Benoît était trop bouleversé pour parler. Il avait bien attendu 1 mois, Rémi intervint. La dame se tourna vers lui. « Oui, mais le mois dernier était février. Il doit attendre 30 jours, pas 1 mois calendaire. »« Dit qui ?» demanda Rémi. La femme cligna 2 fois des yeux. « Notre site web ? Non, ce n'est pas vrai. Votre site dit 1 mois, rien de plus. Ce n'est pas mon problème ce que vous définissez comme 1 mois. Vous ne pouvez pas attendre de votre public qu'il lise. » L'employé semblait agité et chercher ses mots. « Dites à l'examinateur que mon ami et moi attendons dehors, d'accord ?» Il s'est garé près des toilettes. Rémi récupéra ses documents de voiture et se retourna pour partir. Benoît le suivit dehors, et une fois qu'ils marchèrent côte à côte, Rémi ne perdit pas de temps à le réprimander. « Tu dois apprendre à te défendre, mec. Tu ne peux pas laisser les gens te parler comme ça. » Benoît ne réagit pas. Ils atteignirent la Citroën de Rémi et Benoît commença à marcher autour de la voiture, tête baissée, pour éviter le contact visuel. Rémi ne comprit pas le message. « Tu es nerveux ?» demanda-t-il.
Benoît répondit par la négative pour s'épargner d'autres conseils du même genre. C'est bien, parce qu'il arrive. Et c'est quelqu'un d'autre cette fois. Benoît leva les yeux pour voir l'examinateur approcher. Contrairement à l'examinateur qu'il avait eu lors de ses 2 premières tentatives, qui portait un jean bleu clair et une chemise blanche, celui-ci était habillé entièrement en noir. Mocassins noirs, pantalon noir, col roulé noir. Le type avait l'air de sortir tout droit d'un magazine de mode, mais était beaucoup trop petit pour être mannequin. Peut-être 1,65 m, peut-être moins si ses mocassins en cuir avaient une plateforme. Le seul indicateur que l'examinateur était sensible aux 10 degrés à l'extérieur était le manteau noir sur son bras. Un manteau noir qui cachait probablement le bloc-notes sur lequel il prendrait des notes sur l'expertise de conduite de Benoît. « Bonjour », annonça l'examinateur. Il ne lui fut pas difficile de déduire lequel des 2 hommes devant lui avait l'air de ne pas avoir de permis de conduire. « On y va » demanda-t-il à Benoît, puis il ouvrit la portière côté passager de la voiture et s'installa sans attendre de réponse. « Direct au but, celui-là », dit Rémi en riant. « Eh bien, pas de présentation, rien. » Il tendit la clé de sa voiture à Benoît et lui tapota le dos. « Bonne chance », dit-il. Mais tout ce que Benoît entendit fut « Ne foire pas. J'ai une femme enceinte à la maison et je ne peux pas continuer à te conduire partout comme une petite amie adolescente. » « Je vais essayer, » dit Benoît et se détourna de son ami confus. Benoît s'installa au volant de la voiture de Rémi et dès qu'il ferma la porte, son sentiment de malheur s'intensifia. « Conduisez » ordonna l'examinateur. Benoît se tourna pour le regarder, certain qu'il avait mal entendu. Il n'avait même pas eu le temps d'ajuster le siège ou les rétroviseurs. L'examinateur devait savoir que c'était Rémi et non Benoît qui les avait conduits à la préfecture et qu'ils n'avaient pas la même taille. Benoît ouvrit la bouche et la referma. Son précédent examinateur lui avait fait passer plusieurs tests avant de lui permettre de quitter le parking de la préfecture. Benoît devait démontrer qu'il savait utiliser les clignotants, comment mettre la voiture en marche arrière, expliquer à quoi correspondait chaque voyant du tableau de bord, quel bouton ouvrait le coffre, quelle combinaison de boutons activait l'assistance à la conduite, quelle commande actionnait les essuie-glaces et quel bouton allumait la climatisation. Lors de sa première tentative à l'examen de conduite, l'examinateur avait même fait sortir Benoît de la voiture et lui avait montré qu'il savait vérifier le niveau d'huile. 5 minutes s'étaient écoulées avant qu'il ne soit autorisé à déplacer le véhicule. L'examinateur se sentit observé et son regard rendit la curiosité de Benoît. « Allez-y, conduisez. » Benoît écouta. Il ajusta rapidement le siège et les rétroviseurs, mit sa ceinture de sécurité, vérifia que son passager avait également sa ceinture de sécurité et démarra la voiture. Benoît vérifia les rétroviseurs, gauche, droite, avant et angle mort. Pas de voitures ou de personnes qui arrivent. Il regarda son examinateur une fois de plus pour se rassurer, mais l'examinateur était à l'aise dans son siège et regardait droit devant comme un passager confiant. Il fallut à Benoît une fraction de seconde pour remarquer que le type avait jeté son manteau sur la banquette arrière. Il n'y avait pas de bloc-notes en vue. Ils partirent. Tournez à droite. Conduisez jusqu'au bout de la rue, puis tournez à droite à nouveau. L'examinateur le guidait sur un chemin différent de celui qu'il avait emprunté lors de ses 2 premières tentatives. Benoît paniquait. Sa concentration tournait en rond. Compteur de vitesse, rétroviseur, panneau de signalisation, rétroviseur, et ainsi de suite. Benoît avait une peur bleue de manquer quelque chose de crucial et d'échouer à nouveau à l'examen de conduite. Alors, Benoît, quelle était votre histoire ? Benoît se concentrait tellement sur la conduite qu'il faillit faire taire son examinateur. « Je suis désolé. » L'examinateur rit. « Détendez-vous, mon vieux. Vos épaules sont trop raides. Vous allez vous casser un bras au prochain virage. » Benoît baissa les épaules, pensant que cela rendrait l'examinateur heureux.
Les détendre était au-delà de ses capacités. « Parlez-moi », dit l'examinateur. « Quelle est votre histoire? Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore de permis de conduire? Vous avez plus du double de l'âge de la plupart des gens qui en ont un. Si la voiture de Rémi s'était fendue en deux à ce moment-là, Benoît n'y aurait pas vu d'inconvénient, même si cela l'avait condamné à un fauteuil roulant pour le reste de ses jours. J'ai déménagé en Europe après le lycée, j'ai fait mes études dans une grande ville, avec soit une station de bus, soit une station de tramway à chaque coin de rue. Les transports en commun fonctionnaient comme une horloge, alors acheter une voiture n'avait pas beaucoup de sens pour moi. C'était quoi l'Europe? Où en Europe? L'Allemagne. L'examinateur rit. À peine. Vous êtes allé au pays des voitures pour utiliser les transports en commun? Êtes-vous sérieux? Benoît rougit jusqu'aux oreilles. J'ai obtenu mon permis de conduire là-bas dans la vingtaine, d'accord. Mais je n'avais pas besoin de l'utiliser. Le permis n'est pas valable ici. Je vois. Et c'est pour cela que vous avez échoué votre examen de conduite français 2 fois. Vous conduisiez comme s'il n'y avait pas de limitation de vitesse. Prenez à gauche ici. L'examinateur était la 4e personne à qui Benoît avait raconté les grandes lignes de son historique de conduite. Les 4 personnes, bien que des personnages apparemment différents, étaient arrivés tous à la même conclusion erronée. Il y a des limitations de vitesse en Allemagne. Très peu de tronçons de l'autoroute sont sans limitation de vitesse. Pourquoi avez-vous échoué aux 2 premiers examens alors? Prenez la 2e à droite. La première fois, j'ai cédé le passage à un camion venant de droite, bien que j'ai eu la priorité. Eh bien, c'est idiot. Et la 2e fois, j'ai fait un virage large dans une intersection encombrée. J'étais sur la voie la plus à gauche d'une rue, et j'ai tourné sur la voie la plus à droite. Je ne savais pas que ce n'était pas acceptable de faire ça ici. Continuez jusqu'au bout de la rue, puis tournez à droite. Benoît sentit sa sueur devenir froide. Le quartier commençait à lui sembler familier. « Vous avez aimé l'étranger ? » ?»« Oui, monsieur. C'est très agréable. » »« Comment se fait-il que vous soyez revenu ?» Benoît haussa les épaules avec ses épaules raides. L'examinateur ne le vit pas, alors il fut forcé de verbaliser sa réticence. « Les choses arrivent, dit-il. Tournez à droite. » Quelle chose, en effet? Le quartier commençait à paraître très familier, des choses de la vie. Ne me donnez pas ces conneries, répondez à la question. Je suis désolé, monsieur, mais je ne suis pas à l'aise d'en parler. Dans ce cas, je ne pense pas que je sois à l'aise de vous laisser réussir votre examen de conduite aujourd'hui. Benoît détourna les yeux de la route pour regarder son examinateur. Le gars répondit au regard écarquillé de Benoît avec le sourire le plus arrogant de l'histoire du pouvoir. Rien dans la détresse de Benoît ne le dérangea. Il était toujours l'incarnation d'un passager confiant, bien qu'avec un as dans sa manche. Benoît, vous recommencez à 0. Une chose courageuse à faire à votre âge. Benoît regarda autour du quartier dans lequel il entrait et se sentit malade. « Avez-vous trouvé un emploi ?» demanda l'examinateur. « Je travaille à temps partiel dans un restaurant local, à retourner des burgers. »« Je vois. Mais vous cherchez toujours un vrai emploi, n'est-ce pas ?» Benoît s'accrocha au volant comme si un portail venait de s'ouvrir, derrière lui et qu'il était sur le point d'être aspiré dans une réalité différente. « C'est exact, dit-il. »« Non, 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 non. Pourquoi accélérez-vous » réprimanda l'examinateur. « Est-ce que je vous ai dit d'accélérer ? Prenez le prochain virage à droite. Je veux voir comment vous conduisez dans une zone résidentielle. » Des sonnettes d'alarme retentissaient dans la tête de Benoît. « Est-ce que ça doit être cette zone résidentielle ?» voulait-il demander, mais il ne pouvait pas se résoudre à le faire. Il jouait avec l'examinateur. Il était déjà sur la corde raide, et malgré chaque fibre de son être lui disant que c'était futile, il s'accrochait encore à l'espoir ténu qu'il pourrait encore obtenir son permis de conduire aujourd'hui. « Ça a marché avec votre ami ?» Mais si Benoît n'avait pas su mieux, il aurait juré que l'examinateur connaissait déjà la réponse à cette question.
Malheureusement non, monsieur. N'est-ce pas dommage? Comment ça se fait? Benoît se mordit la lèvre. Parce qu'elle n'est pas mariée et a un bébé de 7 mois, monsieur. Oh, c'est dur. Le saviez-vous à l'avance? Benoît détourna les yeux de la route pour regarder l'examinateur un court instant. Bien sûr que non. Vous pensez que j'aurais laissé tomber mes amis, ma carrière, ma vie pour une femme que j'ai rencontrée en ligne, si j'avais eu la moindre idée qu'elle n'était pas à moi? Benoît criait. Il s'en rendit compte trop tard. « Arrêtez-vous », dit l'examinateur. « Monsieur, je suis vraiment désolé. J'ai dit arrêtez-vous, stressé. Je m'excuse, vraiment. Je peux le faire. Je sais conduire, mais depuis que je suis revenu en France, la vie me lance une balle courbe après l'autre. Arrêtez-vous ici. » Oui, monsieur, je suis désolé. S'il vous plaît, je peux le faire. Je jure que j'ai mal dormi la nuit dernière. C'est tout. L'examinateur resta aussi calme qu'un concombre. Il regardait Benoît d'un regard froid. Rien en lui ne bougeait, pas de clignement d'yeux, pas de légère expansion et compression de ses narines pour indiquer qu'il respirait. « Je vous ai demandé de vous arrêter, » dit-il une dernière fois. Benoît fit ce qu'on lui demandait. Il s'arrêta, et il fallut toute la dignité qui lui restait pour ne pas pleurer. « Regardez devant vous, Benoît. Que voyez-vous » Benoît regarda devant lui, des maisons, une épicerie et une aire de jeu. Et sur la route, Benoît haussa les épaules. Des mauvaises herbes et des marquages routiers. Quel type de marquage routier? Ligne d'accotement, ligne centrale discontinue, passage piéton. Très bien, dit l'examinateur. Il détacha sa ceinture de sécurité et se tourna sur son siège pour regarder Benoît au mieux qu'il pouvait dans un espace confiné. « Vous avez vu l'épicerie à votre gauche, n'est-ce pas » Benoît hocha la tête. Il souhaitait que l'examinateur se dépêche de le recaler et lui épargne l'assaut d'humiliation. « Et si je vous disais que la femme qui a ruiné votre vie s'y trouve en ce moment » demanda l'examinateur. Cette fois, Benoît était certain de ne pas avoir bien entendu. L'examinateur lui sourit. Le sourire maléfique avait disparu, tout comme son besoin apparent d'intimider. Son sourire semblait sincère, comme le type qu'un véritable ami pourrait donner quand il tend une main secourable, donne des encouragements ou promet qu'il y a des jours meilleurs à venir. Dans exactement 126 secondes, la femme pour laquelle vous avez traversé l'océan Atlantique sortira de cette épicerie et traversera la route sur le passage piéton à 12 mètres devant nous, dit l'examinateur. Je vais vous proposer un marché. Si vous l'écrasez, je vous laisserai réussir l'examen. Benoît ricana, puis il renifla. Son reniflement fit ricaner l'examinateur aussi, et avant qu'il ne le sache, ils riaient tous les deux du rire de l'autre, de la situation, de la demande ridicule. « Vous êtes drôle, » dit Benoît. Et 8 secondes, dit l'examinateur. Ils rirent tous les deux un peu plus jusqu'à ce qu'ils l'aient évacué de leur système. « Mon Dieu, vous auriez fait un si bon acteur, mon vieux. »« Vous croyez ?»« Ouais, je veux dire, c'est drôle que vous plaisantiez à ce sujet parce que c'est son quartier. »« Vraiment ? Ouais, elle vit juste au coin de la rue. Imaginez ça. 81 secondes. Benoît détacha sa ceinture de sécurité. Si elle sort de cette épicerie dans 81 secondes, je vais paniquer. Eh bien, c'est 75 maintenant, et paniquer n'est pas ce qui vous fera obtenir votre permis de conduire aujourd'hui. Benoît se tourna également sur son siège pour faire face à l'examinateur. Je sais que j'ai dit que vous étiez drôle maintenant, mais c'est tordu. Pensez à ce que vous dites. Vous plaisantez sur le fait que j'écrase quelqu'un avec la voiture de mon ami. Quelle voiture? Les sièges de la Citroën de Rémy avaient des déchirures dans le simili-cuir marron partout. Une grande déchirure se trouvait sur le côté de l'appui-tête du siège passager. Aussi longtemps que Benoît avait conduit la voiture de Rémy, l'éponge et le jersey blanc dont l'appui-tête était bourré dépassaient d'entre les coutures du simili-cuir, comme si l'appui-tête avait un ballon trop gonflé. Mais alors Benoît cligna des yeux, et l'entaille à côté de la tête de l'examinateur avait disparu, tout comme le reste du siège passager.
L'examinateur était assis sur quelque chose qui, s'il était à l'extérieur de la voiture, aurait ressemblé à un siège de jeu haut de gamme. Le cuir était noir et jaune, et doux comme du beurre. Benoît regarda son propre siège et faillit avoir une crise cardiaque quand il vit qu'il était assis dans le même siège qui ressemblait à un siège de jeu. Le tableau de bord futuriste et le capot jaune au-delà du pare-brise lui firent oublier comment respirer. Il retrouva sa voix quand il reçut une dernière confirmation, le logo sur le volant. Benoît et l'examinateur étaient assis dans une Ferrari 488 Spider jaune. 40 secondes, dit l'examinateur. Que se passe-t-il? Vous savez ce qui se passe, c'est un test. Un test d'esprit, de force, de courage, de résilience, et tous les autres termes sémantiquement pertinents qui signifient finalement la même chose. C'est insensé. Vous êtes fou. Vous voulez que je tue quelqu'un? Serait-ce une si grande perte? Rappelez-vous ce que cette femme vous a fait, et vous n'êtes pas le seul. Elle était prête à ruiner la vie de son mari aussi, et celle de son bébé, et elle réussira à la fin. Et après qu'elle l'aura fait, elle ruinera encore plus de vies. Ce n'est pas une raison pour écraser quelqu'un. Bien sûr que si. Les gens qui ne montrent aucune considération pour les autres ne méritent pas qu'on leur montre de la considération. Et s'ils profitent de vous et que vous les laissez s'en tirer, alors vous êtes pire qu'eux. Maintenant, dites-moi, Benoît, êtes-vous un homme ou une souris? Benoît secoua la tête. C'est tellement stupide. Je suis d'accord car c'est une évidence. Vous n'aurez jamais cette chance à nouveau. Benoît se frotta les yeux. Pourquoi est-ce que je me bats même avec vous? Je rêve évidemment. L'examinateur leva un sourcil. Benoît le regarda, implorant une confirmation. D'accord, je rêve. Comment pourrais-je être assis ici avec vous dans ce quartier, dans ma voiture de rêve, en attendant de tuer mon ex-petit ami? 3, 2... Je ne le ferai pas. L'examinateur pointa l'entrée de l'épicerie. L'employé du magasin sortit du magasin et tint la porte grande ouverte pour permettre à une jeune femme de sortir du magasin avec sa poussette. La dame remercia l'employé avec un grand sourire, lui demanda quelque chose, ce qui provoqua quelques secondes de plus de ce qui semblait être une conversation agréable. Le cœur de Benoît battait si fort qu'il sentait le sang dans ses veines commencer à mousser. « Jolie », commenta l'examinateur. « Elle est avec son enfant. Est-ce que ça fait une différence ?» Benoît regarda la jeune femme et ressentit une jalousie déchirante envers l'employé du magasin. « Je suis une bonne personne, dit-il. »« Je n'en doute pas, dit l'examinateur. Je suis juste, je travaille dur et quand j'aime, j'aime fort. Je pourrais aimer de tout mon cœur. » « Bien sûr que vous le pouvez, » Benoît ricana. « J'ai besoin de thérapie. »« Pourquoi ça ?» demanda l'examinateur. Benoît ne lui répondit pas. L'employé de l'épicerie et la femme se dirent au revoir. L'employé retourna travailler. La femme commença à pousser sa poussette vers le passage piéton. Benoît et l'examinateur se regardèrent, dans les yeux à nouveau. Benoît réalisa à quel point le gars avait l'air jeune. Peau lisse comme de la crème, pas de rides, pas de cheveux gris, yeux aussi clairs qu'un matin d'hiver sans nuages. « Rien ne vous empêche d'aller en thérapie si vous le faites et ne vous sentez pas mieux après, » dit l'examinateur. « C'est justement ça, » dit Benoît. « C'est ce dont j'ai peur, que je me sente très bien après. » L'examinateur ricana. À la hâte, elle atteignit le trottoir, et en effet, elle l'atteignit. La jeune femme poussa sa poussette sur le passage piéton. Elle y mit elle-même le pied. Une seconde plus tard, Benoît mit la Ferrari en marche. « Promettez-moi, » dit Benoît. « Promettez-moi que tout ceci est un rêve et que je ne fais pas vraiment ça et qu'il n'y aura pas de répercussions. » L'examinateur sourit comme s'il était sur le point de taquiner un compagnon de boisson. Et même si Benoît n'avait jamais été doué pour faire confiance aux gens, il fit confiance à la promesse à venir avec un abandon total. Si vous écrasez votre ex-petit ami maintenant, je vous promets qu'il n'y aura aucune répercussion. Benoît écrasa son pied sur l'accélérateur et la Ferrari bondit en avant. Au départ,
il pensa qu'il était parti trop tard. La femme avait déjà atteint l'autre bout du passage piéton avec sa poussette. Elle souleva légèrement les roues arrière de la poussette pour les monter sur le trottoir opposé. Elle ne vit jamais Benoît. Elle entendit la voiture arriver, mais sa tête se tourna trop lentement. La voiture l'arracha de ses pieds et la projeta en l'air aussi haut que le panneau de passage piéton. La poussette se renversa avec fracas, et quand la gravité rappela le corps de la femme au sol, elle le fit sans pitié. Elle tomba face contre terre sur le trottoir devant l'épicerie. Au moment où quelqu'un entendit enfin les pleurs du bébé, son visage était aussi rouge que le sang qui se répandait autour de la tête de sa mère. Benoît tremblait de la tête aux pieds. « Doucement, 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 ralentissez. C'est encore une zone résidentielle, » dit l'examinateur. « Si vous voulez la pousser, on peut ramener ce bébé sur l'autoroute. » « Est-ce que je peux me réveiller maintenant, s'il vous plaît ? Ne soyez pas idiot, prenez le prochain virage à droite. » Benoît fit ce qu'on lui demandait. L'examinateur le guida à travers 2 virages de plus, et peu avant qu'il n'atteigne la préfecture, Benoît remarqua qu'il était de retour dans la Citroën de son ami et qu'il avait manqué un panneau stop. « Eh bien, voilà qui compromet vos chances d'obtenir votre permis de conduire. » Benoît faillit sortir de la route. « Quoi ? Quoi ? Vous n'avez pas vu ce panneau stop ? Mais attendez 1 minute. Au passage piéton, vous avez dit. Où ça ? Au passage piéton ? Dans la Ferrari ? Quelle Ferrari ? Vous vous êtes cogné la tête ? L'examinateur se moquait de lui et Benoît dut rassembler chaque once de maîtrise de soi qu'il possédait pour ne pas frapper le gars. Ils atteignirent les portes ouvertes des locaux de la préfecture. Benoît conduisit dans le parking et gara la voiture en marche arrière, de travers sur 2 places. Rémi, qui fumait une cigarette, adossé à la clôture latérale, regarda son terrible stationnement et mit sa tête dans ses mains. « Écoutez !» cria Benoît à l'examinateur. « Nous avions un accord. » Eh bien, techniquement, l'accord était que vous écrasiez la dame, pas que vous l'envoyiez voler. Benoît pensa qu'il allait s'évanouir. « Désolé, mon gars, » continua l'examinateur. Vous avez grillé un panneau stop là-bas. Vous ne vous êtes pas arrêté, vous n'avez pas regardé à gauche ou à droite. Vous avez juste continué à conduire comme si vous étiez en retard pour le dîner. Pourquoi devrais-je vous faire confiance avec le permis de conduire ? Vous seriez un danger pour la société. Et après ce que vous m'avez fait faire ? Oh non, 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 mon pote, attendez 1 minute, je ne vous ai pas fait faire quoi que ce soit, je vous ai donné un choix et vous avez choisi. Le choix ne venait pas avec des conditions. Tous les choix viennent avec des conditions, dit l'examinateur, et il tendit la main derrière lui, entre son siège et celui du conducteur, pour attraper son manteau sur la banquette arrière. Benoît lui saisit le poignet dans un poing écrasant. « Vous m'avez demandé si j'étais un homme ou une souris, » dit-il. « Je suis un homme. » Les yeux bleus de l'examinateur scintillèrent. Je vous l'ai prouvé plus tôt aujourd'hui, et je peux le prouver à nouveau n'importe quand. Donnez-moi juste ça. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi, demanda l'examinateur. Benoît était trop embarrassé pour répéter le mot, alors il hocha simplement la tête. L'examinateur arracha son poignet de l'emprise de Benoît et sortit une carte de visite d'une des poches de son manteau. Il la tendit à Benoît. « Félicitations, » dit-il. « Vous êtes embauché. » Benoît était stupéfait. « Je suis désolé, quoi ? Vous avez besoin d'un emploi, » dit l'examinateur, « et j'ai besoin d'un chauffeur, qui soit un homme et non une souris. » Mais, marmonna Benoît, je n'ai pas de permis de conduire. Eh bien, dans ce cas, doublement félicitations. L'examinateur sortit autre chose de la poche de son manteau. La forme et la taille lui firent penser que c'était une autre carte de visite, mais ce n'était pas le cas. C'était un permis de conduire, le permis de conduire de Benoît avec la bonne photo, les informations personnelles et la validité. Benoît ne le remit pas en question. Après tout, la même chose lui était arrivée au début de la vingtaine en Allemagne quand il avait réussi son examen pratique de conduite.
Après être revenu sur le parking de la préfecture, l'examinateur lui avait simplement remis son permis de conduire fraîchement imprimé et plastifié. Benoît n'avait aucune raison de penser que la France était différente. « Votre travail ? Le fast-food aujourd'hui ?» dit l'examinateur. « Je vous contacterai. » Puis, il sortit de la voiture et se dirigea vers le bâtiment avec une porte qui présageait une existence sans lutte ni souci. Rémi s'approcha de Benoît avec un air défait. Il n'avait pas hâte de rentrer chez sa femme enceinte et de lui dire qu'encore une fois leur voisin adulte avait échoué à son examen de conduite et que dans 1 mois, il devra recommencer le manège de l'emmener à la préfecture parce que le gars était trop pathétique pour se faire d'autres amis. Plus maintenant, pensa Benoît. Sa vie était sur le point de changer radicalement. Il le sentait dans ses os. « Ça va, mon pote ?» lui demanda Rémi. Benoît brandit son tout nouveau permis de conduire avec un large sourire. « Seulement si tu me laisses nous conduire à la maison, » dit-il, ce à quoi Rémi acclama. Rémi était trop excité pour poser des questions. Après tout, il avait son permis depuis 2 décennies. Pour autant qu'il sache, les cartes de permis étaient maintenant délivrées avant l'examen et remises immédiatement si la personne réussissait. Il ne voyait pas de raison d'être curieux et de gâcher l'heureuse occasion. En sortant du parking de la préfecture, Benoît ralentit quand ils passèrent devant la Ferrari 488 Spider jaune canari. « Elle glisse comme de l'huile », dit Rémi. « Mieux », voulut lui dire Benoît. Mais il choisit de ne pas le faire. Il sortit de ce parking une dernière fois, reconnaissant que Rémi ne remarqua ni la bosse dans le pare-choc de la Ferrari, ni les éclaboussures de sang au-dessus du phare droit.